Je m'appelle Jocelyne Dubois et j'ai 30 ans. Je suis rentrée à Paris pour le 60e anniversaire de mon père, m'attendant à des retrouvailles familiales chaleureuses, remplies de rires, de souvenirs et peut-être même un sentiment de réconciliation. Au lieu de cela, j'ai été humiliée devant tout le monde. Imaginez la scène, une fête animée dans un jardin, des guirlandes lumineuses qui scintillent comme des lucioles, l'odeur du barbecue dans l'air, et des invités qui discutent joyeusement au son des verres qui tintent. J'avais passé des heures à plier et à décorer soigneusement une petite boîte cadeau en papier faite à la main. Quelque chose de simple mais de profondément significatif, contenant une surprise dont je croyais sincèrement qu'elle pourrait changer l'avenir de ma famille pour toujours. Lorsque je l'ai remise à mon père, j'ai souri, espérant qu'il verrait l'amour et la réflexion derrière ce geste. Mais ma sœur l'a soudainement arrachée de ses mains, la brandissant comme si c'était un déchet avant de la jeter négligemment sur la pelouse. « C'est quoi ça, Jocelyne ?» Encore un coup de radin, ricana-t-elle, sa voix assez forte pour que chaque invité l'entende. La foule se figea. La chaleur me monta aux joues, mais je restai là en silence tandis qu'elle riait bruyamment avec son petit ami, se moquant de mon cadeau ridicule. Des chuchotements se répandirent dans la foule. Certaines personnes gloussèrent sous leur souffle. D'autres évitèrent de me regarder. 15 minutes plus tard, lorsque cette petite boîte fut enfin ouverte, le sourire suffisant de ma sœur se transforma en choc. Elle aurait souhaité pouvoir reprendre chaque mot cruel. Et qu'y avait-il à l'intérieur ? Disons simplement que cela a bouleversé toute la fête, et pas du tout de la manière à laquelle elle s'attendait. Que pensez-vous qui compte le plus, le prix d'un cadeau ou le cœur derrière celui-ci ? Dites-le moi dans les commentaires. Il y a 4 ans, j'ai quitté Paris pour Tokyo, à la poursuite d'un emploi dans le domaine de la technologie. Cela semblait être un pari fou. J'avais 26 ans, fraîchement sortie de l'école de commerce avec une valise et un plan vague. Ma sœur, Kélia, pensait que j'étais folle. Elle disait que j'allais me planter. Elle n'avait pas tort de douter de moi. Tokyo a été brutal au début. La barrière de la langue était un vrai problème, et j'ai passé des mois à me débrouiller maladroitement lors des réunions, me sentant comme une étrangère. Mais j'ai persisté, codant tard le soir, proposant des idées que personne ne demandait. La 2e année, j'ai décroché un poste dans une start-up qui a explosé pour devenir une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Mes stock options se sont accumulées, se transformant en dizaines de millions d'euros, assez pour ne plus jamais me soucier de l'argent. Je n'ai rien dit à personne, pas même à mes parents. J'ai gardé mes vieux jeans, mon ordinateur portable abîmé et loué un petit appartement. Pourquoi ? Je ne voulais pas que les gens voient des signes dollars quand ils me regardaient. Je voulais de vraies connexions, pas des connexions basées sur ce que je pouvais acheter. En revenant à Paris, j'avais un objectif, partager ma richesse avec ma famille. J'ai mis tout mon cœur dans une petite boîte cadeau en papier, y glissant les documents de fiducie. Ce n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais cela signifiait tout pour moi. J'avais hâte de voir mon père, Alain, et ma mère, Suzanne, l'ouvrir à sa fête d'anniversaire. J'imaginais leur soulagement, peut-être même leur fierté. Mais Kélia avait d'autres idées. Je suis arrivée en ville quelques jours plus tôt, louant une berline basique pour rester discrète. Kélia est venue me chercher à l'aéroport, sa nouvelle BMW rutilante brillant sous le soleil parisien. Elle portait une veste de créateur, un sac à main suspendu à son bras qui coûtait probablement plus cher que mon loyer à Tokyo. Toujours en location, Jocelyne, dit-elle en souriant en jetant mon sac de sport dans son coffre. J'ai haussé les épaules, espérant que nous renourrions le contact. Autour d'un café le lendemain, elle n'arrêtait pas de laisser entendre des choses sur sa vie avec son petit ami, Mathieu. Ils viennent d'acheter un appartement, dit-elle, montrant des photos de comptoirs en marbre et d'une piscine sur le toit. Tu devrais venir nous voir, ajouta-t-elle, son ton sous-entendant que je ne pouvais pas me permettre un tel endroit. J'ai siroté mon café, mordant ma langue. Elle n'a pas posé de questions sur Tokyo, elle a juste parlé de ses dernières virées shopping. La veille de la fête de papa, nous nous sommes retrouvés chez eux pour dîner. Kélia est arrivée dans une robe en soie, Mathieu la suivant dans un costume sur mesure. Il m'a à peine salué, trop occupé à consulter son téléphone. « Tu fais toujours des trucs d'ordinateur ?» demanda Kélia, sa voix dégoulinante de pitié.
J'ai hoché la tête, restant vague. Ça doit être dur, dit-elle en jetant un coup d'œil à mon pull d'avion et à mes baskets. Tout le monde ne peut pas suivre la scène parisienne. Maman a essayé de changer de sujet, me demandant des nouvelles de mon vol, mais Kélia l'a coupé en se vantant d'une nouvelle montre que Mathieu lui avait offerte. Il était clair qu'elle pensait que j'avais des difficultés, peut-être même que j'étais jalouse de sa vie flashy. Je l'ai laissé supposer ce qu'elle voulait. La vérité, c'est que je n'avais pas besoin d'un sac de créateur pour me sentir bien. Ma valeur ne résidait pas dans ce que je portais. Elle résidait dans ce que j'avais construit et ce que je prévoyais de donner. Cette nuit-là, allongée dans mon ancienne chambre, j'ai pensé à la boîte cadeau qui se trouvait dans ma valise. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la sécurité pour papa et maman. Une chance pour Kélia de poursuivre ses propres rêves sans dépendre de Mathieu. J'ai imaginé son visage lorsqu'elle verrait les documents de fiducie, espérant que cela aurait comblé le fossé entre nous. Nous avions toujours été différentes. Elle aimait les feux de la rampe. Je restais dans l'ombre, mais je croyais que la famille pouvait l'emporter sur cela. Je ne savais pas alors à quel point j'avais tort, à quel point ces mots seraient plus blessants que je ne pouvais l'imaginer. Mais c'est ce qui arrive quand on suppose que quelqu'un accorde de l'importance aux mêmes choses que vous. La fête était prévue pour demain, et je voulais juste être moi-même. Pas de masque, pas de faux semblants, rien à cacher. Le soir du 60e anniversaire de papa arriva, et j'entrai dans le jardin de sa maison parisienne, serrant la petite boîte cadeau en papier que j'avais confectionnée. L'espace était douillet avec des tables de pique-nique couvertes de nappes à carreaux et quelques lanternes projetant une douce lumière. Les invités se mêlaient, sirotant de la limonade et de la bière, leur bavardage se mêlant à la douce musique du pays diffusée par un haut-parleur portable. J'avais passé des heures à plier cette boîte, sachant qu'elle contenait un avenir sans stress financier pour ma famille. Je n'étais pas prête à partager ce que cela signifiait encore, voulant que le moment soit parfait. Mais en balayant la foule du regard, je sentis un nœud dans mon estomac. Kélia tenait déjà la cour, son rire strident et autoritaire. Je m'approchai de la table des cadeaux, posant ma boîte à côté d'une pile de paquets joliment emballés. Kélia me repéra, ses yeux se plissant tandis qu'elle s'avançait avec Mathieu à sa suite. Elle portait une robe à paillettes qui captait la lumière tandis qu'il arborait une montre Tapax en grave-l'œil et un sourire suffisant. « C'est quoi ça, Jocelyne ?» demanda Kélia, ramassant ma boîte comme si c'était un jouet. « Tu as fait ça en cours d'art plastique ?» Son ton était léger, mais la pique était cinglante. Quelques invités à proximité gloussèrent, me jetant un coup d'œil. Mathieu se pencha, inspectant la boîte. « On dirait un truc que tu trouverais dans une friperie, dit-il assez fort pour que les autres l'entendent. » Les mots blessèrent, mais je forçai un sourire, ignorant la remarque. Cynthia, l'amie de Kélia, sortit son téléphone, le pointant vers la boîte. « Oh, c'est trop bon, dit-elle en ricanant en commençant à enregistrer. Kélia, montre ça. Kélia tint la boîte plus haut, la tournant pour la caméra. C'est la grande contribution de Jocelyne, annonça-t-elle, sa voix dégoulinante de sarcasme. C'est quoi, un coupon pour des câlins gratuits? La foule rit plus fort et je sentis mes joues rougir. Cynthia continua de filmer, ses doigts tapotants pour publier la vidéo en ligne. Je serrai les poings, résistant à l'envie de reprendre la boîte. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur, et je n'allais pas laisser leur moquerie ruiner mon plan. Je me détournai, repérant maman et papa près du barbecue. Et, Jocelyne, appela maman, me faisant signe. Je les rejoignis, reconnaissante de m'échapper. Papa faisait des hamburgers, son tablier taché de sauce barbecue. Ça va, ma puce, demanda-t-il, sa voix douce. Je hochai la tête, ne voulant pas l'inquiéter. Juste heureuse d'être là, dis-je, forçant l'enthousiasme. Suzanne serra mon bras, ses yeux chaleureux mais fatigués. Nous parlâmes de vieux anniversaires, des horribles parties de pêche de papa, de tout ce qui pouvait me faire oublier les moqueries de Kélia. Mais je pouvais toujours l'entendre de l'autre côté du jardin, sa voix portant tandis qu'elle se faisait remarquer auprès d'autres invités. Jocelyne a toujours été pratique, dit-elle, le mot empreint de pitié. Mathieu intervint. Oui, certaines personnes ne visent tout simplement pas haut. Leurs mots me coupèrent plus profondément que je ne l'avais imaginé, mêlant colère et blessure.
Je restais près de maman et papa, aidant à servir la nourriture et à discuter avec les voisins, mais la présence de Kélia planait. Chaque fois que je jetais un coup d'œil, elle exhibait quelque chose, ses boucles d'oreilles, ses talons, sa vie parfaite. Cynthia gardait son téléphone allumé, capturant chaque instant comme si c'était une émission de télé-réalité. J'essayais de me concentrer sur la raison pour laquelle j'étais là, donner à ma famille quelque chose de réel, quelque chose de durable. La boîte restait tranquillement sur la table, inaperçue de la plupart, mais elle contenait tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je me répétais de rester calme, d'attendre le bon moment. Les mots de Kélia n'étaient que du bruit. Ils ne changeraient pas ce que j'étais venu faire. Mais Kélia n'avait pas terminé, et je sentais la tension monter. Je me tenais près de maman, distribuant les assiettes, essayant de me débarrasser de la piqûre des piques précédentes. La table des cadeaux était à quelques mètres, ma petite boîte en papier nichée parmi des sacs brillants et des rubans. Je la regardais sans cesse, sachant ce qu'elle contenait, espérant que papa l'ouvrirait bientôt. Mais la voix de Kélia coupa le brouhaha, stridente et autoritaire, attirant tous les regards dans sa direction. Elle s'avança vers la table des cadeaux, sa robe à paillettes scintillant sous les lanternes. Mathieu la suivit, son sourire large comme s'ils allaient faire un spectacle. Kélia arracha ma boîte de la pile, la brandissant comme un trophée. « Jocelyne, sérieusement, cria-t-elle, sa voix assez forte pour faire taire la foule. C'est ton cadeau pour le grand jour de papa ? Elle secoua la boîte. Elle était légère, ce qui provoqua des ricanements de quelques invités. Avant que je ne puisse répondre, elle la lança à travers la pelouse, le papier se froissant en atterrissant dans l'herbe. Coup de radin, Jocelyne, dit-elle, son ton mordant. Tu n'as même pas pu te payer un vrai cadeau. Le mot radin frappa comme une gifle, résonnant dans le silence soudain. Des visages se tournèrent vers moi, certains amusés, d'autres mal à l'aise. Cynthia, téléphone à la main, était déjà en direct, sa caméra braquée sur la boîte dans l'herbe. C'est de l'or, rit-elle, filmant le sourire triomphant de Kélia. Vous savez, Jocelyne est là avec un cadeau du magasin à 1 euro. Le chat en direct s'anima, les commentaires affluents, amplifiant l'humiliation. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient tandis que je restais figée. Chaque instinct hurlait de courir, de prendre la boîte et de partir, mais mes pieds ne bougeaient pas. Le poids des dizaines de regards me clouait sur place, ma gorge serrée par l'embarras. Papa s'avança, le visage sévère. « Kélia, ça suffit, dit-il d'une voix basse mais ferme. » Il commença à se diriger vers la boîte, mais Suzanne lui saisit le bras. « Kélia, excuse-toi auprès de ta sœur, insista-t-elle, ses yeux faisant des allers-retours entre nous. Kélia se contenta de rire, repoussant ses cheveux. « M'excuser de quoi, maman ? C'est Jocelyne qui s'est présentée avec ça. » Elle désigna la boîte, maintenant éraflée et sale. Si elle ne peut pas se permettre un cadeau décent, ce n'est pas ma faute. Mathieu hocha la tête, croisant les bras. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas, ajouta-t-il, sa voix suffisante. La foule murmura un mélange de halètement et de chuchotement tandis que Cynthia continuait de filmer, son téléphone capturant chaque seconde. Je restais là, l'humiliation me brûlant. Mes simples jeans et mon pull semblaient me mettre en lumière, me désignant comme l'étrangère que Kélia voulait que je sois. Je voulais crier que la boîte n'était pas ce qu'elle semblait être, qu'elle contenait quelque chose de plus grand que tout ce qu'il pouvait imaginer. Mais les mots ne venaient pas. Je serrai la mâchoire, fixant l'herbe, refusant de laisser Kélia me voir craquer. J'avais travaillé trop dur, j'étais allé trop loin pour laisser ces mots me définir. Pourtant, la honte était écrasante, comme une vague. Je ne pouvais pas en sortir. Chaque rire, chaque regard était comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément. Papa et Suzanne réessayèrent, leur voix se chevauchant. « Kélia, ramasse-le et dis que tu es désolée, insista papa, son ton plus tranchant maintenant. Suzanne s'approcha de moi, sa main sur mon épaule. « Jocelyne, ne l'écoute pas, murmura-t-elle, mais ces mots m'atteignirent à peine. Kélia roula des yeux, imperturbable. « Oh, s'il te plaît, papa. Ça va. Peut-être que la prochaine fois, elle essaiera vraiment. » La foule bougea. Certains invités secouant la tête, d'autres ricanant avec Kélia.
Le live de Cynthia continuait, les commentaires s'accumulant, chacun étant un nouveau coup que je ne pouvais pas voir mais que je pouvais sentir. Je restais silencieuse, les yeux fixés sur la boîte dans l'herbe. Ce n'était pas seulement du papier et de l'encre. C'était mon cœur, mes années de sacrifice, mon espoir pour notre famille. Les mots de Kélia ne pouvaient pas changer cela, mais ils blessaient tout de même. Je pris une profonde inspiration, me ressaisissant. Ce n'était pas fini. Je restais là, les yeux fixés sur ma boîte cadeau froissée, gisant dans l'herbe, le cœur battant à cause de la piqûre des mots de Kélia. Puis une silhouette familière s'avança, mon avocate, Maître Dubois, que je connaissais depuis mes années à Tokyo. Elle était venue à la fête à ma demande, prête à m'aider avec la surprise que j'avais prévue. D'un pas calme et délibéré, elle traversa la pelouse, ramassa la boîte et en ôta la saleté. « Jocelyne, dit-elle, sa voix ferme, cela ne vous dérange pas si je jette un coup d'œil ?» J'acquiesçai, la gorge trop serrée pour parler. Maître Dubois ouvrit la boîte, en sortant un document plié. Elle le brandit, ses yeux balayant la foule. « Ceci est un acte de fiducie, annonça-t-elle, son ton commandant l'attention. Jocelyne a créé une fiducie d'une valeur de 20 millions d'euros pour éponger les dettes de ses parents et soutenir sa famille, Alain, Suzanne et Kélia. Des halètements parcoururent les invités. La main de maman se porta à sa bouche, et les yeux de papa s'écarquillèrent, ses pinces à burger figées en l'air. Le sourire suffisant de Kélia s'évanouit, son visage pâlissant tandis que Maître Dubois continuait. Cette fiducie est destinée à assurer leur avenir, dettes payées, maisons sécurisées, rêves sauvés, financés. La foule se pencha, suspendue à chacun de ces mots. Maître Dubois fit une pause, tournant la page, énumérant les bénéficiaires. Elle regarda directement Kélia, son expression illisible. Cependant, dit-elle lentement, Jocelyne a le pouvoir de modifier la fiducie. Compte tenu du comportement récent, elle pourrait reconsidérer qui en bénéficie. Les mots pesèrent lourdement, comme un orage qui éclate. Les invités se tournèrent vers Kélia, leur chuchotement vif et accusateur. Elle a vraiment dit ça de Jocelyne, marmonna l'un. C'est sa sœur, siffla un autre. Mathieu se déplaça inconfortablement, son sourire suffisant disparut, remplacé par un regard nerveux vers Kélia. Cynthia, toujours en direct, fit tomber son téléphone, ses yeux écarquillés alors que le chat explosait d'émoticônes et de commentaires choqués. Je restai silencieuse, regardant le changement se produire. Le visage de Kélia s'effondra, sa confiance brisée. 20 millions, balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Elle me regarda, cherchant quelque chose, un déni peut-être, ou un signe que j'en rirais. Je ne le fis pas. La vérité était révélée, et ce n'était pas la révélation tapa accent grave l'œil que j'avais imaginé. C'était brut, exposant non seulement ma richesse, mais aussi le fossé entre Kélia et moi. Maître Dubois plia le document, le remettant dans la boîte. Jocelyne a travaillé dur pour cela, dit-elle, sa voix ferme. Elle voulait le partager avec sa famille, mais le respect est mutuel. La foule hocha la tête, certains regardant Kélia d'un air mauvais, d'autres secouant la tête d'incrédulité. Maman s'approcha, les yeux embués. Jocelyne, c'est vrai, demanda-t-elle, sa voix tremblante. J'acquiesçai, réussissant un petit sourire. C'est pour toi et papa, dis-je doucement. Je voulais faciliter les choses. Papa passa son bras autour de maman, son visage un mélange de fierté et de choc. Ma puce, je n'avais aucune idée, dit-il, sa voix nouée. Les murmures des invités s'intensifièrent, leur ton passant de l'amusement à l'indignation. Elle l'a traité de radine pour ça, chuchota un voisin. Incroyable, dit un autre assez fort pour que Kélia l'entende. Mathieu s'écarta, son téléphone soudainement plus intéressant que la scène. Le live de Cynthia était maintenant une traînée de poudre, la vidéo accumulant les vues tandis que des étrangers en ligne s'y mettaient. C'est insensé, lisait un commentaire. Sa sœur est riche et elle a fait ça. Les yeux de Kélia se tournèrent vers Cynthia, qui semblait paniquer, réalisant que sa vidéo se retournait contre son amie. Je ne savais pas, murmura Cynthia, mais Kélia se contenta de fixer, les mains tremblantes. Le jugement de la foule était palpable, leur chuchotement comme un chœur de désapprobation.
Je ressentais un étrange mélange de victoire et de tristesse. Je n'avais pas voulu que cela se passe ainsi, mais les actions de Kélia avaient forcé la vérité à éclater. Maître Dubois me tendit la boîte, ses yeux fermes. C'est à vous de décider, Jocelyne, dit-elle doucement, mais assez fort pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent. Je pris la boîte, son poids plus lourd maintenant, non pas de papier, mais du choix qui m'attendait. Les yeux de Kélia rencontrèrent les miens, implorants, mais je détournai le regard. La fête n'était pas terminée, mais l'atmosphère avait changé. Kélia se tenait à quelques mètres, son visage un mélange de panique et de désespoir. Elle se fraya un chemin dans la foule, ses talons s'enfonçant dans l'herbe tandis qu'elle s'approchait de moi. « Jocelyne, attends, dit-elle, sa voix plus douce maintenant, presque suppliante. Je ne voulais pas dire ça. Je plaisantais, tu sais ça, n'est-ce pas ?» Ses yeux balayaient l'assemblée, cherchant des alliés, mais les visages des invités étaient froids, leurs murmures empreints de jugement. Je la regardais, voyant la sœur avec laquelle j'avais espéré renouer, mais ses mots sonnaient creux. « Plaisanter, dis-je d'une voix basse mais ferme. Kélia, tu m'as rabaissé depuis que je suis rentrée. Ce n'était pas une plaisanterie. C'était de la jalousie. » Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, ses joues rougissant. La foule observait, certains hochant la tête en accord, d'autres chuchotant à propos de son comportement. « S'il te plaît, Jocelyne, dit-elle, s'approchant, les mains jointes. Ne me retire pas de la fiducie. J'en ai besoin. Nous sommes de la famille. » Sa voix se brisa, mais je vis la ruse dans ses yeux, le même regard qu'elle avait eu lorsqu'elle étalait sa richesse. Je secouai la tête. « La famille ne s'humilie pas pour rire, dis-je. Tu as fait ton choix. » Mathieu, qui rôdait à proximité, vit sa chance. Il s'avança, son sourire forcé comme celui d'un vendeur qui propose une mauvaise affaire. « Jocelyne, discutons-en, dit-il, son ton mielleux. On pourrait travailler ensemble. Peut-être investir une partie de cet argent de la fiducie. Pas besoin d'exclure Kélia. » Ses yeux brillaient d'opportunisme, et j'ai failli rire. « Travailler ensemble, dis-je, ma voix tranchante. Vous êtes resté là pendant qu'elle se moquait de moi. Je ne suis pas intéressé. » Le visage de Mathieu s'allongea et il recula, marmonnant quelque chose à propos de malentendus. Les murmures de la foule devinrent plus forts, certains invités secouant la tête devant son audace. Cynthia, toujours agrippée à son téléphone, semblait affolée. Son live avait explosé, cumulant des milliers de vues en quelques minutes. Les commentaires étaient brutaux, qualifiant Kélia d'ingrate, de cruelle, de fausse. Elle a jeté le cadeau de sa sœur et l'a traité de radine, lisait-on. Quelle vipère, dit un autre. Cynthia essaya d'arrêter la vidéo, tâtonnant avec son téléphone, mais il était trop tard. Internet s'était emparé de l'affaire, et le nom de Kélia était en vogue pour toutes les mauvaises raisons. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, dit Cynthia, sa voix tremblante en s'approchant de Kélia. Je pensais que c'était drôle. Kélia la fixa, les yeux humides de larmes. Drôle? Claqua-t-elle. Tu m'as fait passer pour une idiote. Cynthia recula. La désapprobation de la foule était maintenant dirigée vers elle aussi. Maman et papa se frayèrent un chemin, leurs visages marqués d'inquiétude. Suzanne me prit la main, son toucher chaleureux. « Jocelyne, nous sommes si reconnaissants, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Nous n'avions aucune idée que tu avais fait quelque chose d'aussi grand pour nous. » Papa hocha la tête, les yeux embués. « Tu as toujours été la plus discrète, mais ça... C'est incroyable, dit-il. » Je souris, le cœur rempli malgré le chaos. « Je voulais juste prendre soin de vous, maman et papa, dis-je en les regardant. C'est tout ce qui compte. » Je fis une pause, ma voix se raffermissant. Mais les actions de Kélia ont des conséquences. Je ne vous soutiens que vous deux pour l'instant. Le visage de maman s'affaissa légèrement, mais elle hocha la tête, comprenant. Papa me serra l'épaule, son expression fière mais lourde. Les invités continuaient de bourdonner, certains critiquant ouvertement Kélia. Elle l'a bien cherché, marmonna un voisin. On ne traite pas sa famille comme ça, dit un autre assez fort pour que Kélia l'entende. Elle resta figée,
les mains tremblantes, le poids de son erreur s'installant. Mathieu s'écarta, son téléphone de nouveau sorti, probablement pour vérifier les dégâts en ligne. Cynthia essaya de s'éclipser, mais les regards la suivaient, jugeant son rôle dans le désordre. La vidéo était partout, partagée sur toutes les plateformes, chaque vue érodant l'image soigneusement élaborée de Kélia. Je sentis un pincement au cœur. C'était ma sœur après tout. Mais ses choix avaient construit ce moment, pas les miens. Je me tournai vers Maître Dubois, qui se tenait à proximité, sa présence calme me rassurant. « Merci », murmurai-je. Elle hocha la tête, ses yeux fermes. « Vous avez fait ce qu'il fallait », dit-elle doucement. Je regardai la foule, puis Kélia, qui me fixait toujours, son visage masqué par le regret. Je n'étais pas sûre que ce soit sincère, mais cela n'avait pas d'importance. J'étais venue partager quelque chose de significatif, et je ne la laisserais pas gâcher cela. Je m'éloignai du jardin, le brouhaha de la fête s'estompant tandis que je pénétrais dans la fraîche nuit parisienne. Ma voiture de location était garée au bout de la rue, et je me rendis à mon appartement loué, un petit 2 pièces que j'avais choisi pour sa simplicité. Le poids de la soirée s'accrochait à moi, mais je ressentais un étrange calme. J'étais venue partager quelque chose de significatif, et je n'allais pas laisser les actions de Kélia faire échouer cela. Assise sur le canapé, je sortis mon téléphone et composai le numéro de Maître Dubois. « C'est l'heure », dis-je. « Finalisons la fiducie pour maman et papa. » Elle confirma qu'elle commencerait les démarches pour transférer les fonds, suffisamment pour apurer leurs dettes et assurer leur avenir. « Et Kélia » demanda Maître Dubois, « sont-on neutre ?» Je pris une profonde inspiration. « Elle est exclue », dis-je. « J'en ai assez. » Mon téléphone vibrait sans relâche tandis que je parlais, le nom de Kélia clignotant sur l'écran. Les SMS s'accumulaient. « Jocelyne, s'il te plaît, parlons. Je ne voulais pas te faire de mal. Peut-on se voir ?» Puis des messages vocaux, sa voix tremblante, implorant une chance de s'expliquer. Je n'écoutais pas au-delà des premières secondes. Chaque message ressemblait à une répétition de sa performance dans le jardin. Trop peu, trop tard. J'ouvris mes contacts, trouvai son numéro et appuyai sur bloquer. Le silence qui suivit fut un soulagement. J'avais passé des années à construire quelque chose pour élever notre famille, mais Kélia avait choisi de me rabaisser. Ce choix avait des conséquences, et je n'allais pas céder. Ensuite, j'appelai maman et papa. Suzanne répondit, sa voix douce mais ferme. « Jocelyne, ça va ?» demanda-t-elle. Je souris, l'imaginant dans la cuisine, probablement encore avec son tablier. « Ça va, maman ?» dis-je. « Je voulais juste que vous sachiez, toi et papa, que la fiducie est établie. L'argent vous est destiné à tous les deux, votre maison, vos factures, tout est pris en charge. » La voix de papa se fit entendre, nouée d'émotion. « Tu n'avais pas à faire ça, ma puce, dit-il. Mais nous sommes si fiers de toi. » Je déglutis difficilement, les yeux qui me piquaient. « C'est ce que j'ai toujours voulu, dis-je. Juste pour vous deux. » Je ne mentionnai pas Kélia, et ils ne posèrent pas de questions. Ils savaient où j'en étais. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, un message de Cynthia. « Jocelyne, je suis tellement désolée », lisait-on. Je ne voulais pas que la vidéo devienne virale comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Je fixai les mots, me souvenant de son rire alors qu'elle filmait, de son empressement à flatter l'ego de Kélia. Elle ne s'était pas souciée de la douleur qu'elle causait tant que cela ne s'était pas retourné contre elle. Je ne répondis pas, je supprimai simplement le message. Je n'étais pas d'humeur aux excuses qui ne venaient que lorsque les conséquences frappaient. La vidéo de Cynthia continuait de se propager, avec des centaines de milliers de vues. Les réseaux sociaux étaient implacables, des publications et des tweets dénonçant Kélia, la qualifiant d'ingrate, de cruelle, de fausse. Des captures d'écran du live apparurent sur les forums locaux parisiens avec des commentaires comme « Elle a humilié sa sœur pour un cadeau de 20 millions d'euros et a perdu sa famille et sa réputation en une nuit. » L'image soigneusement construite de Kélia s'effondrait. J'avais vu son Instagram avant la fête, des photos glacées d'elle avec Mathieu, leur appartement, ses sacs de créateurs. Maintenant, ses publications étaient inondées de critiques.
Tu ne mérites pas une sœur comme Jocelyne, lisait-on. J'espère que le buzz en valait la peine, dit un autre. Les comptes de Mathieu n'étaient pas épargnés non plus, les gens le taguant comme un complice. Je ne vérifiais pas longtemps, regarder son monde s'effondrer n'était pas aussi satisfaisant que je l'avais pensé. Cela me laissait juste un sentiment de vide. J'avais voulu partager mon succès avec elle pour combler le fossé entre nous, mais elle avait elle-même brûlé ce pont. Je me penchai en arrière, fixant le plafond de mon appartement sommaire. La fiducie était en place, maître Dubois s'occupant des détails. Maman et papa iraient bien, et c'était suffisant. Les messages de Kélia avaient disparu. Son numéro était bloqué, sa voix réduite au silence dans ma vie. Je ne savais pas si elle en tirerait des leçons, si elle arriverait un jour à voir au-delà de sa propre fierté. Peut-être qu'un jour nous nous parlerions à nouveau, mais pas maintenant. J'avais assez donné. Le matin apporta un nouveau chapitre, et j'étais prête à aller de l'avant. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis la fête, et je m'étais installée dans une routine tranquille dans mon appartement parisien. Mes journées étaient remplies de codage pour des projets technologiques, mon ordinateur portable brillant tard dans la nuit alors que je travaillais à distance pour des clients à travers le monde. La simplicité me convenait, des meubles d'occasion, une cafetière, une vue sur la ligne d'horizon de la ville à travers une petite fenêtre. Je n'avais pas besoin de flafla pour me sentir comblée. Chaque dimanche, j'appelais maman et papa, leur voix chaleureuse au téléphone. La maison est payée, m'avait dit Suzanne un soir, son ton plus léger que je ne l'avais entendu depuis des années. Nous prévoyons même un voyage, avait ajouté papa, riant à propos d'un chalet de pêche qu'ils avaient toujours rêvé de louer. Savoir qu'U était en sécurité m'apportait une paix que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. Pendant ce temps, la vie de Kélia se désagrégeait d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je ne la suivais plus en ligne, mais des bribes d'informations me parvenaient par des connaissances mutuelles et des alertes d'actualité. La vidéo de la fête avait pris une vie propre, accumulant des millions de vues. Les réseaux sociaux étaient impitoyables. Les gens la dénonçaient pour sa cruauté. Ses publications étaient noyées sous des vagues de critiques. A perdu sa sœur et sa dignité, lisait un commentaire. Des amis dont elle s'était autrefois vantée s'étaient éloignés, ne voulant pas être associés à son image ternie. Les cercles de potins locaux parisiens bruissaient d'histoires d'elle étant snobée lors d'événements, ses invitations se raréfiant. Les retombées n'étaient pas seulement sociales. On disait que Kélia avait des difficultés financières, son mode de vie extravagant s'effondrant sans les fonds de fiducie sur lesquels elle avait compté. Puis il y eut Mathieu. J'appris par un cousin qu'il avait quitté Kélia, emballant ses affaires et déménageant de leur appartement. Apparemment, il avait proposé des idées commerciales à quiconque voulait l'écouter, essayant de tirer parti des relations de Kélia, mais sa réputation ruinée l'avait également entraîné vers le bas. Il est parti, mentionna Suzanne lors d'un appel. Sa voix empreinte de pitié, il l'a laissée avec rien d'autre que des factures. J'acquiesçai silencieusement, sans surprise. Mathieu avait toujours couru après le statut, et Kélia n'était plus un ticket pour cela. Je ne ressentais pas de triomphe, juste une tranquille tristesse pour la sœur avec qui j'avais autrefois espéré partager cela. Ses choix avaient construit ce gâchis, pas les miens. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé, surtout tard dans la nuit quand la ville était calme. La fiducie que j'avais établie pour maman et papa était ma façon de montrer mon amour, pas de prouver quoi que ce soit. Je n'avais jamais voulu étaler ma richesse comme Kélia le faisait avec ses sacs de créateurs et ses photos mises en scène. Cette vie me semblait vide. Une quête d'approbation qui ne durait jamais. Ce qui importait, c'était l'honnêteté, être fidèle à qui vous êtes, pas à ce que vous pouvez montrer. J'avais appris cela à Tokyo, travaillant de longues heures pour construire quelque chose de réel, et je l'avais emporté avec moi. La fête avait mis cette conviction à l'épreuve, mais j'en étais ressortie plus forte, certaine d'avoir pris la bonne décision en gardant mon succès secret jusqu'à ce que cela compte. Parfois, je vérifiais mon téléphone, m'attendant à un autre message de Cynthia, mais aucun n'était venu après ses premières excuses. Je n'avais pas répondu, et je ne comptais pas le faire. Son rôle dans l'amplification du drame n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer, même si elle le regrettait. Internet n'avait pas oublié non plus. Ses profils étaient plus silencieux maintenant, son nombre d'abonnés diminuant à mesure que les gens l'associaient à la chute de Kélia. Je ne m'attardais pas dessus.
Mon attention était tournée vers l'avenir, des projets, des appels avec maman et papa, peut-être une randonnée le week-end dans les Alpes. J'avais construit une vie qui me semblait authentique, et cela me suffisait. Le nom de Kélia continuait d'apparaître au détour d'une conversation, des nouvelles locales mentionnant ses tentatives infructueuses de redorer son image, ou un ami me transmettant un mème sur l'incident de la radine. Chaque fois, je ressentais un pincement, mais je laissais passer. Je lui avais donné une chance, et elle avait choisi de brûler ce pont. Peut-être qu'un jour elle verrait ce qui comptait vraiment, mais ce n'était pas mon fardeau à porter. Je regardais par ma fenêtre, les lumières de Paris scintillant en contrebas. Ma vie était simple, mais elle était la mienne, construite sur des choix que je pouvais assumer. L'avenir était ouvert, et j'étais prête à l'écrire à ma manière.